Sénatrice Anderson. Madame la Présidente, honorables sénateurs et sénatrices, je prends la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi C-21, loi modifiant certaines lois et apportant certaines modifications corrélatives, armes à feu. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, je prends la parole depuis le territoire non cédé de la nation algonquine-Anishinaabe. Chers collègues, je crois que nous partageons la même vision de l'urgence de s'attaquer au problème croissant des armes à feu illégales en circulation au Canada, en particulier en ce qui concerne les cas de violence entre partenaires intimes qui impliquent ces armes dangereuses. Mon propos aujourd'hui porte sur les ramifications spécifiques de certains articles du projet de loi C-21 et ne porte pas sur une critique de l'objectif général du projet de loi. En tant que femme inuit, je comprends parfaitement l'effet du projet de loi sur nos collectivités. Qu'il vise à saper notre identité autochtone ou qu'il soit animé de bonnes intentions, un projet de loi présente souvent des risques pour le nord du pays et pour les peuples autochtones qui y vivent lorsqu'il y est élaboré sans tenir compte de notre situation particulière. Il n'est donc pas surprenant que ces préoccupations sont évidentes dans l'instruction même du projet de loi C-21. Voici les trois principales préoccupations qui découlent de ce projet de loi. 1. Le rôle essentiel du contrôleur des armes à feu et sa résidence principale en dehors du territoire qu'il ou elle représente. 2. L'absence de consultation significative. Et troisième de mes principales préoccupations, les dispositions relatives au drapeau rouge. En 1972, le chef Dan George a déclaré que personne ne l'oublie. Nous sommes un peuple jouissant de droits spéciaux qui nous sont garantis par des promesses et des traités. Nous ne quémandons pas ces droits et nous ne vous remercions pas pour ces droits. Nous ne vous remercions pas pour ces droits parce que nous avons payé pour eux. Et le prix que nous avons payé était exorbitant. Nous avons payé de notre culture, de notre dignité et de notre respect de soi. Nous avons payé jusqu'à ce que nous soyons devenus une race battue, pauvre et conquise. Il est ironique que mon plaidoyer initial ne vise pas à obtenir un traitement spécial, mais plutôt à plaider en faveur de l'égalité, afin d'accorder au Yukon, au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut les mêmes droits dont jouissent 9 provinces canadiennes. Le cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord souligne à juste titre la disparité de longue date à laquelle sont confrontés les habitants de l'Arctique et du Nord, en particulier les collectivités autochtones, en ce qui a trait à l'accès aux services, aux opportunités qui sont offertes et au niveau de vie lorsque comparé à ceux des autres Canadiens. Le projet de loi C-21 est un exemple frappant de cette distinction. Notamment, le contrôleur des armes à feu du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut se trouve respectivement à Surrey en Colombie-Britannique, à Edmonton en Alberta et à Winnipeg au Manitoba. Oui, respectivement. Voilà qui contraste fortement avec la structure provinciale où chaque contrôleur d'armes à feu opère dans sa province respective. Cet écart souligne le fait que ces trois contrôleurs d'armes à feu, ces CAF territoriaux, sont situés dans les régions au sud, ce qui amplifie le manque d'accès et de représentation équitable pour les communautés de l'Arctique et du Nord, en particulier chez les populations autochtones. Selon le témoignage de Nathan Obed, président de l'Inuit Tapiri de Kanatami le 6 novembre 2023, qui comparaissait devant le comité sénatorial permanent sur la sécurité nationale, la défense et les anciens combattants, les dispositions de l'article 70.3, qui prévoit l'octroi d'une licence conditionnelle, ne sont pas garanties, mais plutôt soumises à la discrétion du CAF. Il ne s'agit pas d'une mesure équitable, en particulier si l'on considère les obstacles géographiques et logistiques auxquels les personnes inuites sont confrontées lorsqu'il s'agit d'accéder aux contrôleurs des armes à feu. L'agent responsable du Nunavut, par exemple, se trouve à Winnipeg. La distance n'est pas seulement géographique, elle est aussi culturelle et pratique. Nous devons nous demander si ces fonctionnaires sont en mesure d'évaluer et de comprendre correctement les circonstances et les besoins uniques des chasseurs inuits. Ma tentative de proposer un amendement en comité, amendement qui exigeait que le contrôleur des armes à feu réside et exerce leurs activités sur le territoire qui leur a été attribué, n'a pas été retenue. En tant que législateur responsable du second examen objectif, il semble crucial que nous nous attaquions aux inégalités et aux disparités qui persistent au Canada. Comment se fait-il que le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut soient soumis à la même loi que le reste du Canada, mais que ces territoires n'aient pas accès aux mêmes services, à la même aide qui est fournie aux autres provinces? Je note que le ministre de la Sécurité publique, des institutions démocratiques et des affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, a adressé une lettre aux 3 premiers ministres territoriaux
concernant la nomination éventuelle de CAF résidant dans chaque territoire. Bien qu'il s'agisse d'un développement prometteur, je crois qu'il s'agit d'une obligation morale et juridique qui doit être respectée en affectant immédiatement des CAF dans les 3 territoires. C'est le minimum acceptable, sinon il y aura un manquement envers les obligations du Canada. Deuxièmement, j'insiste une fois de plus sur l'absence continue de consultations significatives avec les peuples autochtones, ce qui fait écho à une tendance alarmante et récurrente qui était évidente dans la loi antérieure. Cette répétition persiste ad nauseam malgré l'existence de l'article 35 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la DNUDPA, malgré l'existence des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, et malgré l'engagement persistant du Canada en faveur de la réconciliation, j'ai compris l'affirmation d'une consultation significative. Je note que la population autochtone des territoires du Nord-Ouest est de 49,6 %, de 85,9 % au Nunavut et de 22,3 % au Yukon. L'absence de consultation est d'autant plus préoccupante que le droit des peuples autochtones à chasser est affirmé dans les textes suivants. L'article 35 de la Constitution et les traités historiques et modernes, ainsi que les accords sur les revendications territoriales. Dans un article de revue de 1974 intitulé « Inuit Hunting Rights in the Northwest Territories », on peut lire ce qui suit. La culture et l'identité des Inuits reposent sur une relation intime avec les terres et les eaux que les Inuits ont traditionnellement occupées et utilisées. La chasse pour se nourrir et pour se vêtir fait partie de leur culture traditionnelle et permanente. Leurs terres et leurs eaux font partie intégrante de leur être. Peu de Canadiens se rendent compte que de nombreux Inuits vivent au cours d'une seule vie une formidable transformation culturelle, passant d'une communauté plus tribale pratiquant la cueillette à une société plus industrielle. Conséquemment, la préservation des droits de chasse des Inuits a pour effet de renforcer leur identité culturelle dans une société en évolution rapide. Les avantages économiques actuels de la chasse seront de plus en plus accessoires par rapport aux aspects culturels enracinés depuis des milliers d'années chez ce peuple de chasseurs. La protection des droits de chasse des Inuits peut être considérée comme un mécanisme de préservation de la culture inuite qui est sans coût pour le reste de la société canadienne. Cette affirmation reste tout aussi vraie 49 ans plus tard. La chasse pour la subsistance est au cœur non seulement de notre identité, mais aussi pour notre survie. La chasse, et donc les armes à feu, reste essentielle pour nous permettre de faire face à l'insécurité alimentaire et au coût élevé de la vie. Les armes sont également une nécessité pour assurer notre sécurité face aux animaux prédateurs qui se retrouvent à l'intérieur et à l'extérieur de nos communautés. Paul Ergnaut, vice-président de Nunavut-Tungavik Incorporé, a dit dans son témoignage du 8 novembre 2023 que selon lui, le projet de loi n'a pas fait l'objet d'une consultation suffisante. Il a dit « Nous comprenons que Inuit Tapirit Kanatami, l'organisation nationale Inuit plus connue sous le nom de ITK, a reçu une présentation de la version la plus récente du projet de loi peu avant qu'il eût été déposé en mai. Cependant, ni Inuit Tapirit Kanatami, ni Nunavut-Tungavik Incorporé n'ont été pleinement consultés sur le libellé et les effets du projet de loi. En outre, je réitère le point de vue exprimé par mon collègue, le sénateur Plett, ici en cette enceinte. Le 6 novembre 2023, au sujet du projet de loi C-21, lors de témoignages relatifs à la consultation, M. David, conseiller juridique du ITK, Inuit Taparit Kanatami, a déclaré, tout simplement, il n'y en a pas eu de consultation. Le ministre a tendu la main et proposé, et nous avons tendu la main et demandé, mais cette consultation n'a jamais eu lieu. Nous attendons toujours. C'est un sentiment que je partage. Moi aussi, j'attends. J'attends que le Canada honore et respecte ses engagements à l'égard des peuples autochtones. Malgré mon rôle de sénatrice, malgré les nombreuses opportunités, malgré les nombreux privilèges qui me sont accordés en tant que parlementaire, tout me rappelle constamment que je suis une femme Inuk dans un endroit dont l'histoire a profondément influencé et façonné non seulement moi-même, mais aussi ma famille, ma collectivité, ainsi que des générations d'Inuits. Et ce, d'une manière incommensurable, néfaste et profonde. Les parlementaires devraient être profondément préoccupés par le fait que le Canada adopte systématiquement des lois sans une véritable consultation, en dépit des cadres névralgiques tels que la DNUDPA, l'article 35 de la Constitution et les appels à l'action de la CVR, sans compter, bien sûr,
l'engagement explicite du Canada en faveur de la réconciliation. Ce mépris permanent pour cette consultation significative sape l'intégrité du processus législatif et contrevient aux promesses canadiennes de défendre les droits des Autochtones, de respecter leur souveraineté et de s'engager dans un véritable processus de réconciliation. De telles actions perpétuent les inégalités systémiques, érodent la confiance et ne tiennent pas compte des voix et des droits des peuples autochtones, ce qui entrave les progrès du Canada vers une véritable réconciliation et une gouvernance équitable. Voilà qui m'amène à parler des nouvelles dispositions relatives au drapeau rouge qui permettraient à toute personne de demander ex parte à un juge provincial une ordonnance autorisant la perquisition et la saisie d'armes à feu avec ou sans mandat. Selon M. Thurley, chercheur et spécialiste des politiques en matière d'armes à feu, les propositions inconsidérées au sujet des drapeaux rouges sont problématiques. Dans le cadre du système d'octroi de licence au Canada, la police et les juges ont déjà le pouvoir de retirer des armes et de révoquer les licences de ceux qui représentent une menace. Ces nouvelles dispositions n'exigent pas la prise en compte des droits de chasse des Autochtones, ni que le plaignant ait un lien quelconque avec l'accusé, ni que l'accusé soit entendu par le tribunal. Les populations autochtones sont touchées de manière disproportionnée par le système de justice pénale, et il s'agit aussi des populations qui dépendent le plus des armes à feu pour leur subsistance. Ce faisant, nous allons affaiblir les garanties intégrées dans la loi actuelle de drapeau rouge. Lorsque les gens chassent pour nourrir leur famille, cela a des conséquences réelles. M. Thurley a également souligné un problème crucial, l'anonymat des plaintes et les dossiers judiciaires scellés qui pourraient rendre le système vulnérable à des fausses plaintes, des plaintes insignifiantes ou vexatoires même à l'encontre de personnalités importantes, y compris des agents chargés de l'application de la loi et du personnel militaire. Pour les Canadiens autochtones, qui sont déjà surreprésentants du système judiciaire, il pourrait s'avérer exceptionnellement difficile de se retrouver dans cette procédure de récupération d'armes à feu injustement confisquées. Selon Nathan Obed, président de l'ITK, le système drapeau rouge est un autre exemple de mesure équilibrée qui crée un mécanisme susceptible de perturber les ménages inuits de manière disproportionnée. Les Inuits vivent souvent dans des foyers multigénérationnels. Ainsi, la saisie d'armes à feu pourrait avoir des conséquences inattendues sur des familles entières, et pas seulement sur les personnes visées par les dispositions du projet de loi. La nature confidentielle de la procédure de demande et la perspective que la personne visée par la demande ou son ménage ne soit même pas mise au courant de la demande pourrait également conduire à ce que des mesures soient prises sans que la situation d'une famille ne soit dûment comprise ou même que la famille soit dûment notifiée. D'autre part, l'accès limité à la justice auquel sont confrontées les personnes inuites signifie que les demandes elles-mêmes seraient probablement entravées par le simple fait que les Inuits pourraient ne pas être en mesure de présenter une demande en premier lieu. Dans les territoires du Nord-Ouest, 21 des 33 communautés ne sont accessibles que par avion. Et au Nunavut, les 25 communautés ne sont accessibles que par avion. En raison de l'éloignement et du manque d'infrastructures dans ces régions, une grande partie des territoires dépendent des tribunaux itinérants où siègent des juges, des avocats, des procureurs de la couronne, des membres de l'aide juridique et du personnel judiciaire. Ces sessions de tribunaux itinérants ont lieu tous les 2 ou 3 mois, mais ils sont susceptibles d'être reportés ou annulés en raison du mauvais temps ou de circonstances imprévues. Pour les peuples autochtones de ces territoires, l'accessibilité reste limitée non seulement en raison de la dépendance à l'égard des tribunaux itinérants, mais aussi parce que la majorité des avocats sont accessibles par le biais de l'aide juridique. En ce qui concerne les dispositions de drapeau rouge, M. David a déclaré: je présume que le système lui-même suppose qu'il y a une police pour le faire respecter. Oui, je suppose également que les tribunaux provinciaux efficaces sont disponibles à tout moment dans les communautés. Il y a un véritable défi à relever, à savoir si une personne qui demande une ordonnance a accès aux moyens nécessaires pour le faire. Du point de vue de la prévention de la violence, le système drapeau rouge lui-même ne peut pas être entièrement utile dans toutes les communautés de l'Inuit Nunangat. De plus, il permet de demander une ordonnance ex parte, de sorte que la police peut, lorsque le système drapeau rouge est disponible, se présenter à l'improviste pour saisir les armes à feu de personnes qui ne savent pas que la police se présente pour saisir ces armes à feu. Le système, dans son ensemble, semble être conçu pour fonctionner correctement dans les régions où il y a suffisamment d'infrastructures d'application de la loi. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'impression qu'il existe une infrastructure adéquate pour rendre ces dispositions efficaces, que ce soit pour la sécurité de la communauté ou pour l'équilibre délicat que la législation tente d'établir entre
les détenteurs de droits en vertu de l'article 35 et les chasseurs et ensuite les victimes ou victimes potentielles de violences familiales. Pour ces raisons, les implications des dispositions Drapeau rouge posent des défis logistiques réels dans les 3 territoires, en particulier à la lumière de l'absence de consultation significative et du fait qu'aucun amendement n'a été adopté, en dépit de témoignages entendus en comité, au comité des sénatrices. Désolée, votre temps est écoulé. Demandez-vous quelques minutes additionnelles? Oui, le consentement est-il accordé? Poursuivez. Même avec les efforts du ministre Leblanc pour combler les lacunes du projet de loi C-21 concernant les peuples autochtones du nord du Canada, mon espoir reste tempéré par les incertitudes persistantes quant à la mise en œuvre sincère des mesures efficaces visant à réduire le fossé en matière de soutien aux peuples autochtones des 3 territoires. Il est impératif que le Canada reconnaisse les peuples autochtones comme des collaborateurs actifs dans le processus législatif et non comme de simples sujets. Selon le président Nathan Obed, les droits affirmés par l'ADNUDPA ne peuvent être mis en œuvre que s'ils sont interprétés comme des droits légaux et s'ils sont mis en œuvre et appliqués en conséquence. Nos droits de la personne ne sont pas des droits de seconde classe et méritent la même protection que les droits des autres Canadiens. Merci.